Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. De l'eau pour maintenir l'ordre dans les manifestations. À Rennes, les CRS s'entraînent au maniement du nouveau camion lanceur d'eau. Un engin, vous le verrez, impressionnant et très dissuasif. Reportage de TVR dès le début de ce journal. Olena Zelenska en interview exclusive sur TV5 Monde. La première dame ukrainienne m'a accordé un entretien exceptionnel dans le cadre d'une émission spéciale consacrée à son pays près d'un an après le début de l'invasion russe. Catherine Deneuve et Alain Delon, tous deux participeront aussi à cet enregistrement exceptionnel. Tom Benoît sera aussi notre invité dans quelques instants dans ce journal, l'essayiste et philosophe et le directeur de la rédaction d'un nouveau magazine paru cette semaine, son nom Géostratégie. Il nous en dira plus sur cette revue faite d'entretiens riches et variés. Et puis en fin de journal, nous prendrons la direction de la Sarthe à la découverte d'un refuge pour animaux. Là-bas, chevaux, vaches et ânes y coulent une retraite paisible, un sujet presque d'actualité que nous proposera la rédaction de LMTV Sarthe. Voilà, c'est une question sensible en pleine mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Comment maintenir l'ordre et le calme dans des manifestations pouvant réunir des dizaines de milliers de personnes? Parmi les nombreux dispositifs au service des forces de l'ordre, le camion lanceur d'eau est probablement l'un des plus impressionnants et les plus dissuasifs. À Rennes, un nouveau véhicule flambant neuf est actuellement en rodage. Il peut contenir jusqu'à 10 000 litres d'eau pour repousser les manifestants les plus violents. Reportage de Raphaël Tondrio-Gauthier pour la chaîne TVR à Rennes. Le nouveau camion à eau des CRS peut propulser de l'eau avec une pression de 15 bars. Tu vas faire un jet d'aspersion là devant nous. Il est utilisé en dernier recours lors des manifestations et ce, uniquement sur ordre des autorités compétentes. Donc le camion à eau n'agit jamais seul, il est dans un dispositif à pied et donc il est encadré par des collègues, des fonctionnaires de compagnie républicaine de sécurité dans un dispositif de maintien de l'ordre. Il sert d'appui à la manœuvre pour ces unités-là. C'est une distance entre les manifestants et les fonctionnaires. Une distance maximale de 50 mètres, ce poids lourd pouvant contenir jusqu'à 10 000 litres d'eau rejoint deux autres camions du même type mais pas de la même taille. Sa mission première, protéger les équipes sur le terrain. C'est un moyen de dissuasion, c'est un engin qui fait du maintien de l'ordre, du rétablissement de l'ordre. Donc ça rassure bien évidemment mes collègues qui sont de part et d'autre de l'ELE parce que même s'il y a une hostilité avérée des manifestants, le fait de les maintenir à distance, on se met hors de portée des projectiles. Ce nouvel Égide, c'est son nom, a pour vocation d'équiper une nouvelle unité de moyens spécialisés dans le sud de la France. Mais pour l'instant, il est en rodage à Rennes et dans le Grand Ouest. Tout le mécanisme de la machine, c'est-à-dire à la fois le mécanisme des lances à eau, qu'elle fonctionne bien, qu'elle fonctionne comme on le souhaite, avec la puissance que l'on souhaite et pas trop, et pas plus. Le mécanisme d'enregistrement des images, puisque chaque lance est dotée de caméras qui enregistrent en temps réel les images, ce qui nous permet de ensuite montrer que l'usage de la force a été légitime. Et puis tout le mécanisme de conduite en sécurité, notamment il y a un système sur le camion de possibilité de rouler au pas, ce qui n'est pas évident sur un camion classique, c'est quelque chose que j'avais fait rajouter à l'époque, donc que tous ces systèmes-là fonctionnent normalement et fonctionnent les uns avec les autres. 162 CRS sont basés ici à Rennes, une trentaine d'entre eux composent une unité de moyens spécialisés. Tous peuvent intervenir partout en France pour du maintien de l'ordre ou de la sécurisation. Voilà, et alors que le projet de réforme des retraites a entamé cette semaine son parcours législatif à l'Assemblée nationale, écoutez ce propos plein de bonne humeur de Paulette, une coiffeuse de 87 ans, encore en activité. Pour elle, pas question de quitter son travail. En 73 ans de service, cette habitante du Gard n'a pas pris un seul jour de congé. Témoignages et images de nos partenaires de Via Occitanie sur place. À 87 ans, mais encore je suis jeune, j'ai encore de quoi travailler. Non. Moi, je suis de la génération... Nos parents, ils ont inculqué que le travail. Moi, je ne me vois pas passer toutes mes journées chez moi à rien faire. Ah non. Puis un commerce, je vais vous dire, c'est prenant. On connaît des tas de monde. Et bien, je suis bien d'être là. Et j'en partirai jamais. Un jour, on me dira, tiens, Paulette, la coiffeuse là-bas, elle est morte. Souhaitez-moi que ce soit dans le magasin. Comme je fais rire mes clients, je dis, moi, je veux faire comme Dalida. Elle voulait mourir sur scène. Et moi, je veux mourir dans mon magasin parce que c'est le seul endroit où j'étais vraiment heureuse. Voilà un message plein de vie et de sourire de Paulette, à qui l'on souhaite évidemment d'exercer sa profession encore très longtemps.
Le reste de l'actualité marqué une nouvelle fois par la guerre en Ukraine. Presque un an après le début du conflit, des célébrités se mobilisent pour soutenir le pays attaqué par la Russie. Dans quelques jours, TV5 Monde diffusera une émission spéciale sur ses antennes face à l'Ukraine que j'aurai le plaisir d'animer. Au cœur de cet enregistrement, un entretien d'Olena Zelenska, la première dame ukrainienne, et l'intervention de deux monstres sacrés du cinéma français, Catherine Deneuve et Alain Delon, qui interpréteront chacun des poèmes ukrainiens. Regardez cet extrait en avant-première pour le Grand JT des Territoires. Les Français ont toujours, se sont toujours différenciés par leur désir de liberté et leur cœur ardent. Et je souhaite que ce cœur ne s'arrête pas, ne ralentisse pas, car aujourd'hui il s'agit d'une question de justice. Je suis persuadée que lorsque nous aurons gagné, ce sera notre victoire commune. Voilà, face à l'Ukraine, avec les interventions d'Alain Delon et de Catherine Deneuve, sera diffusé les jeudis 23 et vendredi 24 février sur TV5 Monde. Et puis sachez aussi que TV5 Monde proposera prochainement un nouveau numéro de l'émission Philoscopie. L'essayiste et philosophe Tom Benoît s'est entretenu avec Hubert Védrine, sujet de leur discussion, la fin de l'hégémonie de l'Occident. Écoutez à ce sujet l'ancien ministre des Affaires étrangères. Au sommet de l'OTAN en 2008 à Bucarest, il était décidé que l'Ukraine aurait vocation à entrer un jour dans l'OTAN, mais pas maintenant. Ce qui, à mon avis, est une décision complètement absurde. Déraisonnée, peut-être. Ils vont tous vous dire la solution, c'est l'OTAN. Il n'y a qu'en France qu'on vous dira oui, ça serait bien que les Européens s'affirment dans l'OTAN. Est-ce que ça n'est pas l'origine du conflit également, puisqu'il y avait des engagements de la part des Occidentaux, Américains, Européens, de ne pas faire s'approcher l'OTAN de trop près de l'Est? Un entretien entre Tom Benoît et Hubert Védrine, qui est également au sommaire du nouveau magazine publié par le groupe Lafon Presse, Géostratégie Magazine. Tom Benoît, le directeur de la rédaction de la revue, est avec nous en duplex avec la Provence pour évoquer ce premier numéro et sa sortie mercredi dernier en librairie. Tom Benoît, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous pourquoi avez-vous décidé de lancer ce magazine consacré donc à la géostratégie? Alors je pense que la géostratégie est l'avenir de la politique intérieure dans des pays comme le nôtre, en France. Il y aura très peu de politique intérieure, d'exercice politique intérieur durant les années à venir, mais principalement des positions géostratégiques. Et dites-nous qui participe à l'aventure de cette revue. Quels sont les contenus que l'on pourra y lire? Alors la ligne de géostratégie, la ligne éditoriale, c'est une ligne réelle politique, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une ligne qui a pour objet de faire de la géopolitique en prenant en considération le positionnement stratégique vis-à-vis des pays étrangers, que ce soit la Russie aujourd'hui, la Chine ou les États-Unis demain. Et les contributeurs peuvent être très différents les uns des autres. On a eu une ancienne ministre d'Emmanuel Macron, un entretien avec le premier ministre ukrainien, Philippe Bouvard également, Pascal Boniface, un entretien avec Hubert Védrine, Michel Onfray. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés, où peut-on se procurer Géostratégie Magazine? En kiosque? Alors Géostratégie est un trimestriel et naturellement on peut le trouver en France dans tous les kiosques, chez tous les marchands de journaux et à l'international. Vous pouvez le commander également sur le site du directeur de la publication Robert Laffont, PDG du groupe Entreprendre avec qui je suis associé pour ce magazine, le site laffont.fr. Voilà, merci Tom Benoît pour toutes ces précisions et bonne chance donc dans cette nouvelle aventure éditoriale. Merci à vous Thierry. L'aventure, eux, ils s'y frottent tous les jours. Les gendarmes de haute montagne veillent sur nos massifs pour venir en aide aux personnes en danger. Dans les Vosges, ces spécialistes des opérations risquées effectuent près d'une centaine d'interventions par an. À l'heure des vacances d'hiver, la rédaction de Vosges TV a pu suivre un peloton à 1200 mètres d'altitude pour un exercice de secours. Un sujet de Thierry Lasson et de Denis Lequienne. En termes de bilan, en fait, c'est un jeune homme de 18 ans qui s'est tordu la cheville en descendant voir la vue là.
Un scénario bien rodé pour des techniques de secours en montagne qui le sont tout autant, car travaillés et retravaillés chaque mois par les 10 gendarmes, dont 7 sous-officiers du PGHM de Xanru-Longemer, formés au Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme de Chamonix, et que nous avons retrouvés ce mardi matin sur le massif des Vosges, au Haut-Gazon, à 1200 mètres d'altitude. Le peloton de gendarmerie de haute montagne qui, en alternance avec les sapeurs-pompiers, réalise en toute saison et en moyenne pas moins d'une centaine d'interventions par an. Et d'ailleurs, on a déjà commencé il y a une dizaine de jours avec 6 interventions en une semaine liées essentiellement à de la randonnée pédestre à pied ou en raquette sur des endroits enneigés. Ce qu'on constate, c'est que les gens s'aventurent sur des sentiers estivaux, donc des sentiers de randonnée qui sont balisés mais pour des activités estivales quand il n'y a pas de neige, et ils s'aventurent à pied sur ces sentiers qui sont forcément enneigés, qui peuvent être verglacés. Secouriste au PGHM, un métier passion avant tout. Ça a été un choix qu'au début, moi, je pensais pas y arriver, mais je me suis dit petit à petit, j'ai réussi à m'entraîner, à me préparer pour ça, et puis au final, ça a marché, et c'est vrai que c'est un métier. En fait, on est au boulot, mais on n'a pas vraiment l'impression d'être au boulot parce que c'est une passion en même temps. Avec les vacances de février, nombreux sont les amateurs de randonnée qui vont chausser les raquettes, et de petits conseils peuvent éviter le pire, comme d'abord se renseigner sur les conditions météo et d'enneigement. La randonnée raquette se pratique sur des sentiers balisés pour la raquette. Ne pas s'aventurer sur des randonnées avec des balisages estivaux, donc pour l'été, parce que c'est des sentiers qui sont très escarpés, et en raquette c'est difficile d'y progresser. Sans oublier de transmettre votre parcours à une personne qui, en cas de retard suspect, pourra alerter les secours. De l'altitude encore dans ce journal, mais en Martinique cette fois-ci, avec, vous allez le voir, le courage de jeunes engagés bien décidés à prendre soin de la montagne pelée. Associés à l'Office national des forêts, les volontaires du régiment du service militaire adapté se sont lancés dans l'ascension de la Grande Dame pour une opération rénovation de sites abandonnés. Un défi relevé dans la brume et le froid, comme vous allez le constater, avec ce reportage de Maxime Lequeux pour la rédaction de Via ATV Martinique. Des rafales de 60 km/h, peu de visibilité et des ravines qui se forment à cause de la pluie. Malgré des conditions extrêmes, les jeunes du RSMA partent à l'assaut de la Grande Dame. Dans ces conditions, l'expédition devient une aventure. Au total, une soixantaine de jeunes sont mobilisés et découvrent un paysage apocalyptique. Et forcément, une ascension comme celle-là crée de la cohésion. On est tous ensemble, on s'entraide, si lui ne peut pas avec son sac, on prend son sac. Et on aide, allez, il faut y aller. C'est dans la tête en fait. Après 1h30 de montée et 600 mètres de dénivelé, l'arrivée au deuxième refuge est une délivrance. Pour moi, c'est une découverte. C'est la première fois que je monte comparé à certains. Et franchement, c'est intéressant. Le repos est de courte durée. 2 tâches attendent les jeunes volontaires. La première est l'aménagement du refuge, détérioré depuis son nettoyage il y a 1 an. 200 mètres plus haut, au sommet du volcan, face à la nature qui se déchaîne, on procède au démantèlement d'une ancienne station météorologique suite à la demande de l'ONF. Comme c'est un site classé en réserve biologique intégrale, il y a vraiment des réglementations très particulières appliquées à ce site. Donc l'objectif c'est aussi donc, de maintenir le site vraiment propre et de l'entretenir au quotidien. Malgré le terrain hostile, les jeunes volontaires s'exécutent. Ce projet contribue à la valorisation du patrimoine culturel martiniquais, mais aussi à parfaire la formation des volontaires. Ça permet de renforcer le lien avec la Martinique et notamment toutes les infrastructures de la Martinique. Une partie des jeunes passera la nuit au refuge. Ils redescendront demain avec des courbatures, mais aussi des souvenirs plein la tête. Du nettoyage d'une montagne à celui d'un port dans ce journal, prenons la direction de la Bretagne, où un chantier peu commun est en cours de réalisation dans le plus grand port de plaisance de la région. Une opération de dragage, en clair, l'extraction de sédiments du fond de l'eau pour une meilleure navigation. Un projet tout aussi économique qu'écologique, à sujet de Xavier Patrijon pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Ne cherchez pas les bateaux dans le port du Crouesti à Arzon, ils sont actuellement remplacés par cette étrange embarcation. Il s'agit d'une opération de dragage du port. C'est prévu en 2 tranches. Là, on a commencé en janvier.
jusque fin avril. On espère enlever entre 30 et 35 000 mètres cubes. Et la seconde tranche qui commencera après le 1000 sabords 2023, donc au mois de novembre prochain, avec une opération possible jusque fin avril 2024. De nombreux mois où la pelleteuse va gratter le fond du port pour y enlever les sédiments. Objectif, retirer 50 000 mètres cubes en tout, car ils peuvent gêner à la navigation. Écoutez, il y a un envasement qui se fait, mais on va dire assez doucement. J'espère être tranquille pour 10 ans. Une fois collecté, la compagnie des ports du Morbihan a fait le choix de leur offrir une seconde vie. Pour cela, direction les lagunes de Toanic, à vanne et en camion. Les sédiments ils sont déversés de manière à être traités, donc séchés, désalinisés, de manière à pouvoir être revalorisés en merlon paysager, en amendement agricole, ou en béton d'hiver pour la construction. Un réemploi de déchets qui va dans le sens des démarches environnementales imposées par le conseil départemental. C'est ainsi, on ne peut pas faire les opérations de dragage en 2023 comme on le faisait autrefois, et ça permet surtout de réfléchir et de trouver des débouchés à nos sédiments de dragage. Il existe une dizaine de sites similaires en France. L'opération est plus responsable, mais plus de 3 fois plus chère aussi qu'un clapage au large. Elle coûtera au port du Crouesty 5 millions d'euros. Près de 3 ans après la crise sanitaire, l'engouement des Français pour la pratique du vélo n'est plus à prouver. Électrique, classique ou tout-terrain, il y en a aujourd'hui pour tous les goûts. Et qu'il s'agisse d'une activité quotidienne ou d'un simple loisir, la pratique du vélo nécessite bien sûr un bon entretien de sa mécanique. Comme les véhicules ou les motos, les vélos ont aussi désormais leur garage. Exemple dans l'Aube, où un jeune passionné vient d'ouvrir son magasin dédié aux soins de la petite reine. Un reportage de Canal 32 dans l'Aube. Dans la boutique atelier d'Alexis Fournier, les vélos sont principalement des modèles d'occasion. Ici, il propose un service d'entretien ou de reprise. On peut venir avec tout type de vélo, que ce soit le vélo acheté sur le Bon Coin à 20 € ou que ce soit un vélo acheté neuf à 10 000 €. Tous les vélos sont bienvenus au magasin. La remise en état peut durer quelques minutes ou plusieurs heures. Selon Alexis, les marchés de la seconde main et de la réparation sont arrivés à maturité. Les personnes vont toujours chercher un peu plus à réparer qu'à changer. Et ça, depuis ces dernières années, on le ressent beaucoup en termes de réparation. On peut très bien passer du réglage de dérailleur à on va être une dizaine d'euros, comme on peut passer sur un changement de roulement à 50 €, une purge de frein hydraulique à 30 €, etc. Donc il y a vraiment tout tarif, même s'il y a beaucoup de tutos sur Internet. Et maintenant, c'est de plus en plus sophistiqué. On va retrouver maintenant des dérailleurs électriques. Donc maintenant, ça va être de moins en moins facile à toucher soi-même les vélos. Pour Alexis Fournier, il s'agit de sa première création d'entreprise. Après une formation de technicien vendeur cycle, il a pu constater l'engouement pour les 2 roues en exerçant son activité dans une grande enseigne spécialisée dans le sport. Il y a une grande demande du client de ne plus jeter des vélos qui fonctionnent ou qui ont juste un petit problème et passer plutôt à la réparation et le garder un peu plus longtemps maintenant. Alexis Fournier s'est lancé dans la création de son garage aussi par passion. Ce pratiquant de vélo de descente partage ses performances sur les réseaux. Depuis l'âge de 16 ans, en fait, j'étais sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, où j'ai enchaîné plus de 180 000 personnes sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, j'ai plus de 30 000 personnes qui me suivent au quotidien. Et ça m'apporte pas mal de clients et pas mal de visibilité aussi. Grâce à ce réseau et à la demande, Alexis Fournier a pu atteindre le prévisionnel des 3 premiers mois en seulement 4 semaines. Moins de plastique et plus de matériaux éco-responsables, le sport aussi se met au vert. Dans l'Isère, une entreprise s'est spécialisée dans la confection, écoutez bien, de médailles et de trophées en bois. Une idée originale qui lui vaut aujourd'hui un franc succès. Reportage signé de Mirko Pecci pour la rédaction de Télé Grenoble. Fini les médailles et trophées en métal, place aux distinctions éco-responsables. Depuis sa création en 2016, Ultime Sport conçoit des récompenses en bois dans son atelier à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Forte de 8 salariés, l'entreprise s'est depuis peu développée dans le textile sportif. J'ai créé cette entreprise parce que déjà en tant que coureur, je me rendais compte que sur les podiums, c'était à peu près toujours les mêmes coupes un peu génériques qu'on retrouvait en plastique ou en métal. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas justement venir un peu plus sur des matériaux un peu plus nobles, un peu plus éco-responsables. Et on a des grands trails comme l'Eco-Trail de Paris, on a l'UT4M, le Grand Raid de la Réunion. Une collaboration qui s'explique par la qualité et l'originalité des produits. Sans limite de forme, les machines laser permettent de réaliser la médaille selon un besoin précis. Un logo ou encore des textes peuvent être gravés sur la médaille afin de la rendre unique. Thomas s'occupe de la personnalisation des récompenses. Je crée le design des médailles
Ça peut aller au trophée, ça peut aller au textile également. La matière bois, c'est quand même intéressant à travailler. En plus, moi j'étais ébéniste à la base, donc vraiment j'aime tout ce qui touche au bois de base. Au même titre que les médailles, les trophées en bois issus de forêts locales développent le Made in France et réduisent les empreintes écologiques des événements. Là on est sur du sapin et là la partie sombre c'est du noyer qui permet en fait de faire un décalage assez important en termes de couleur tout en restant sur le bois. Le bilan est positif pour Ultime Sport qui a débité pas moins de 150 000 médailles en hêtre et 2000 trophées en sapin. La société poursuit son développement en investissant dans une imprimante numérique UV afin d'ajouter de la couleur à ses médailles. Voilà, le droit à la retraite, nous en parlions au début de ce journal. Le sujet est bien sûr dans l'actualité, mais qu'en est-il des animaux? Après des vies parfois cabossées, eux aussi ont bien le droit à un peu de repos. Et c'est pour leur offrir une fin de vie paisible, justement, qu'un couple sartois a ouvert un refuge pour des animaux trop vieux ou malades. Ils sont aujourd'hui une centaine à vivre cette retraite au milieu des champs et des curieux qui viennent leur rendre visite. Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. C'est malin. Tu peux manger mon pantalon? Tu sais que je suis pas comestible? Bah oui. C'est un lieu où les animaux trouvent calme, sérénité et amour. Voilà, t'es vraiment gros. Allez, on y va? Il y a 2 ans, Anne-Sophie et Christophe ont ouvert ce refuge, une dernière demeure pour des animaux blessés, abandonnés ou malmenés par la vie. Mimi, on l'a récupérée parce que forcément, quand elle est arrivée aux abattoirs, elle était trop grasse. Il l'avait trop forcée à manger et du coup, écartée de la chaîne alimentaire, donc pas destinée aux saucissons. Et on a pu la ramener ici où elle va finir sa vie tranquillement à la retraite. Oh yo yo, c'est dur les dents, mamie. On a beaucoup d'histoires, on a beaucoup, tout ce qui est chevaux en fait, ce sont des animaux qui ont une vie en centre équestre et qui malheureusement, arrivé à un moment, ne sont plus assez productifs pour les centres équestres. Donc beaucoup cherchent des solutions de placement puisqu'ils ont quand même vécu des sacrées histoires avec eux, ils ont fait travailler pendant 10 ans, il y a quand même une relation qui s'est tissée. D'autres c'est plus catégorique, tu ne sers plus donc tu vas aux abattoirs. C'est des animaux qui sont très proches de l'homme, qui ont donné énormément et au final on les remercie à la fin en se disant on n'a plus besoin de toi, tu es plus rentable, on ne sait pas où te mettre. Donc là, ils passent une vie tranquille, retraite, paisible. Et voilà, réglisse la quille. Réglisse, Mimi et les autres profitent ici de 14 hectares de terrain. Anne-Sophie et Christophe ont tout aménagé eux-mêmes afin d'accueillir les pensionnaires, mais aussi les visiteurs. Ce sont eux qui font vivre le refuge. Il n'y a aucun bénéfice, tous les entrées d'argent qu'on pourrait faire avec les entrées, les gens quand ils viennent visiter en fait payent un droit d'entrée qui est de 5 € en fait pour passer la journée. Ils peuvent adhérer à l'association, là on demande une cotisation de 15 € à l'année et ils peuvent également avoir un coup de cœur en visitant la ferme sur un animal et devenir parrain et marraine. Donc ils tissent une relation privilégiée avec l'animal et on leur demande de temps en temps d'apporter le petit plus qui fait que l'animal est gâté et choyé encore plus, quoi. Les fonds servent en grande partie à nourrir et soigner tout ce petit monde qui écoule ses derniers jours heureux au beau milieu de la campagne. À la retraite, lui aussi depuis plus de 40 ans, l'Observatoire de Jolimont, situé à Toulouse, n'en reste pas moins en activité grâce à l'implication de personnes passionnées d'astronomie. Le site classé monument historique depuis 1987 abrite toujours d'anciens outils dédiés à l'observation des étoiles, comme vous le voyez sur ces images de nos confrères de La Dépêche du Midi. Une richesse du patrimoine local qui s'est faite connaître notamment pour la découverte d'une nébuleuse de la fin du XVIIIe siècle. Habitué au calme et à la discrétion des ateliers, le travail de restauration d'œuvres d'art s'ouvre au public. À Chambéry, le musée des Beaux-Arts proposait aux visiteurs d'observer le travail d'orfèvre des restaurateurs au milieu de son exposition permanente. L'œuvre choyée pour l'occasion est une peinture sur bois datant du XIVe siècle. Reportage de Manon Toiti et de Luc Arouc pour la chaîne 8 Mont-Blanc. Elle restaure une œuvre en plein milieu de l'exposition permanente du musée des Beaux-Arts. Ce retable date du XIVe siècle et est encore en très bon état. Mais sa dernière restauration remonte au début des années 2000. Il était donc temps de faire le point. 3 restaurateurs ont travaillé toute la semaine sur ce tableau immense. C'est rare qu'on soit au milieu du musée. Là, on est vraiment au milieu du musée et pas dans un atelier. Ce qui est difficile, c'est que ça demande une grande concentration. On est dans une opération de refixage, c'est-à-dire qu'on ne doit perdre pas une miette de l'œuvre sur laquelle on travaille. Ici, elle peigne
collent et redonnent vie aux œuvres. L'objectif est de stabiliser la couleur et de vérifier l'état de la structure. C'est une première pour le musée des Beaux-Arts de Chambéry. Le tableau était trop fragile et encombrant pour le déplacer dans des ateliers. La restauration est un métier qui fait un petit peu rêver, puisque c'est quand même un métier qui, ce sont des personnes qui ont le droit de toucher, puisque une des normes dans le musée, c'est de ne pas toucher les œuvres. Et là, on voit des personnes vraiment manipuler, toucher, mener en fait vraiment des interventions profondes sur les œuvres. On voit les œuvres évidemment de façon complètement différente, puisque ce sont des œuvres qui sont accrochées au mur, et là on les voit à plat. Donc ce qui nous permet aussi d'avoir une étude beaucoup plus approfondie, puisqu'on a un regard qui est très proche. L'intervention sur le retable de Bartolo Di Freddi est désormais terminée. Il devrait être exposé à nouveau d'ici une petite semaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.